Bienvenue au Bulletin des régions. Au sommaire, cette semaine, au Mont-à-Pic, 600 000 seront investis pour un système d'enneigement artificiel. À Deschambault, on fait bouillir l'eau d'érable en utilisant des copeaux de bois. À Gaspé, la pénurie de logements oblige l'administration municipale à réglementer, à son tour, l'hébergement touristique. À Saint-Alexandre-des-Lacs, le savoir-faire des tisserandes et des couturières est partagé grâce à l'atelier L'Alvéole des Lacs. À Montjoly, la Maison des Tournesols propose une conférence pour prendre soin de soi afin de mieux prendre soin de l'autre. À Trois-Pistoles, la Voix du Cheval cherche des parrains et des marraines pour parrainer son troupeau de chevaux. À Vaudreuil-Dorion, la Maison Félix Leclerc accueille des artistes dans une ambiance exceptionnelle de magie créatrice. Et enfin, à Baie-Saint-Paul, le Festif a présenté la programmation de sa 14e édition qui aura lieu du 20 au 23 juillet prochain. Bonne émission! La réalisation du Bulletin des régions est rendue possible grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Vous verrez donc, au cours de la prochaine heure, des reportages qui vous proviennent de partout au Québec. Bonne émission. Afin de faire face au changement climatique, prolonger sa saison et assurer son avenir, le Mont-à-Pic investira tout près de 600 000 cet été dans un système d'enneigement artificiel. Un reportage de Sylvana Suarez de la Télévision de l'Érable. En raison des changements climatiques, les saisons d'hiver deviennent parfois plus courtes dans la MRC de l'Érable, ce qui pousse la station de ski Mont-à-Pic à lancer un projet d'enneigement artificiel. Le directeur du centre de ski, Samuel Bradet, reconnaît que les journées de travail sont de moins en moins nombreuses au fil des années. On a besoin de neige artificielle parce que notre nombre de jours ouvrables diminue. On a fait des petites évaluations. Là. On a pris des moyennes de jours ouvrables. Si on prend une moyenne sur 10 ans, 5 ans, 2 ans, on constate vraiment que le nombre de jours ouvrables diminue. Donc, sur 10 ans, je pense que la moyenne était de 32 jours ouvrables si on prend les 10 dernières années. Et si on prend les 2 dernières années, on est à 26 jours ouvrables. Donc, on voit vraiment qu'il y a une tendance à la baisse. Donc, nous, c'est vraiment important. On est une station de ski. Donc, on veut vraiment sécuriser notre produit premier, finalement, notre saison de ski. Là. Donc, pour ce faire, mais évidemment, on pense que l'enneigement artificiel, c'est notre solution. Pour la production de la neige artificielle, le Mont-à-Pic aura besoin de canons à neige et d'une ressource limitée comme l'eau. Donc, pour produire de la neige, évidemment, ça prend des canons, ça prend un réseau de tuyauterie pour emmener l'eau. Et ça prend, notre principal enjeu, là, c'est l'eau, parce que ça prend une bonne quantité d'eau pour chacun des canons. Donc, c'est à peu près ça. C'est quand même un système qui est assez simple. Là. Ça prend de l'eau, un système de pompage pour pomper l'eau dans un réseau de tuyauterie, finalement, qui amène l'eau au canon. Puis ensuite de ça, qui est propulsé dans les airs là, pour produire de la neige. Donc, c'est assez simple comme système. Mais je dirais que notre principal enjeu, là, c'est vraiment l'eau. Devant les besoins d'une grande quantité d'eau, différentes idées ont émergé, comme la création d'un lac artificiel. C'est dans les options qu'on regarde présentement. Donc, pour avoir suffisamment d'eau, ça va prendre une bonne source. Donc là, on est en train de regarder, d'évaluer c'est quoi nos options. On a des rivières qui sont proches. Ça va certainement prendre aussi un lac, un bassin de rétention sur le terrain du Mont-à-Pic. Donc, c'est toutes des options présentement qu'on est en train d'évaluer. Selon les prévisions de la direction du Mont-à-Pic, l'enneigement artificiel rendrait plutôt les dates d'ouverture au public, doublant finalement les jours avec neige dans les centres de ski. Selon notre évaluation, présentement, on est ouvert, comme je disais, entre 25 et 30 jours ouvrables. Et ça nous permettrait de quasiment doubler. On se rendrait à minimum 50 jours ouvrables
seulement en ouvrant là, pour la période des fêtes. Donc, pour nous, c'est vraiment considérable, c'est important et ça nous permettrait aussi de recevoir plus de groupes scolaires. Donc, dans le ski, il y a 2 périodes importantes, la période des fêtes, la semaine de relâche. Nous, ça fait des années, des saisons qu'on n'a pas la période des fêtes, mais avec l'enneigement artificiel, on aurait ça nous permettrait de sécuriser cette période-là. Selon le directeur général de Monapic, le centre de ski produit un impact positif tant au niveau économique que social, permettant aux enfants de s'initier dans le ski et les sports de glisse. Mais l'impact est très important et je dois dire que moi, en tant que directeur général, ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment comment la communauté tient au Mont-à-Pic. On est quand même bien implanté là, ici dans la MRC de l'Érable depuis les années 1960 et le monde tient énormément au Mont-à-Pic. On est la seule montagne de ski dans la MRC de l'Érable et on le sera toujours. Donc, je pense que le monde sont bien conscients de ça, que les jeunes, tout le monde sont initiés au ski. Les jeunes et moins jeunes là, peuvent pratiquer leur sport, les sports de glisse, le ski, la planche à neige, les glissades sur tube grâce au Mont-à-Pic, surtout dans l'Érable. Donc, je pense que le monde sont très conscients de ça et ça paraît aussi quand on fait des projets. Le monde nous supporte toujours, tiennent à la montagne. Donc, il y a un impact quand même très important parce que sans le Mont-à-Pic, finalement, il y a beaucoup de jeunes qui ne seraient jamais initiés, qui connaîtraient peut-être pas les sports de glisse, finalement. Donc, je pense que les gens sont bien au courant de ça. Les œuvres commenceront pendant l'été 2023 pour une première phase, avec la commande des premiers équipements. Le projet devient concret parce qu'on a le financement. Et là, on doit, il y a une première phase qui devrait commencer, la construction devrait commencer dès cet été, dès l'été 2023. Donc, il y a une première phase qui va s'effectuer là. On doit évidemment commander les équipements parce qu'il y a des délais quand même importants pour les équipements. On a un prochain conseil d'administration là, qui est prévu à la fin mars, donc c'est là que les décisions vont se prendre. Mais c'est vraiment prévu pour une première phase là, à l'été 2023. Le Monapic offre des services divers variés, mais maintenant, les administrateurs travaillent sur un projet de vélo de montagne pour que la population puisse aussi utiliser l'endroit pendant l'été. Ouais, donc, au Mont-à-Pic, ce qu'on offre, l'ensemble de nos services, évidemment, on est un centre de ski prioritairement. On a 14 pistes, incluant les sous-bois. On a 2 remontées mécaniques de style T-bar. On a également une pente-école avec un tapis magique, vraiment pour le volet initiation. Et on a de la glissade sur tube. On a 4 glissades sur tube, incluant une remontée mécanique aussi. On a 2 parcs à neige. On est une petite montagne, mais on se démarque surtout pour nos parcs à neige. Donc, on a 2 parcs à neige, un plus expérimenté, l'autre plus débutant. On a même une remontée mécanique dans l'un des parcs à neige qui est nouveau depuis cette année. On a également de l'éclairage, donc c'est possible de pratiquer le ski de soirée depuis 2 ans. Autant la glissade sur tube qu'on a la moitié des pistes maintenant qui sont éclairées. Donc, ça regroupe un peu l'ensemble de nos services. Et on est aussi, il faut le mentionner, mais on est aussi sur un projet de développement de vélos de montagne. Donc, présentement, on est en développement de ce côté-là. On est une station de ski, mais on vise à être ouvert vraiment plus à l'année. Donc, on a un projet aussi d'été avec le vélo de montagne. De cette manière, la communauté s'implique dans la collecte de fonds pour les projets d'enneigement artificiel du Monapic. La MRC de l'Érable et des autres organisations ont aussi appuyé financièrement l'initiative. Les travaux de développement de l'infrastructure de neige artificielle commenceront cet été 2023, en même temps que quelques 5 km d'un sentier de vélo de montagne estival deviendront accessibles à la population pour la première fois. Pour la TVC, Silvana Suárez.
Dans le cadre d'une expérience pilote, la cabane à sucre, la sucrière à Deschambault fait bouillir son eau d'érable avec des copeaux de bois et Charles Laviolette de CJSR nous a préparé un reportage. Alors que Québec offre des subventions aux producteurs acéricoles pour convertir leur évaporateur au mazout, Sylvain Deshaies croit que l'option de la biomasse forestière devrait être envisagée par certains producteurs. Pour une 5e saison, l'évaporateur de la cabane La Sucrière de Deschambault est alimenté par des copeaux de bois provenant d'arbres qui sont coupés, fendus et séchés sur place. Ouais, c'est un désir d'aller plus loin un peu puis essayer de comprendre quelle sorte de marché ça peut développer, ça, ce copeau-là. L'avantage du copeau, il y en a 3. La première, c'est que c'est moins cher souvent que tout autre combustible. Là, deuxièmement, tu peux le faire en dehors du printemps, c'est-à-dire le conditionnement peut se faire dans l'été. Le 3e avantage, finalement, c'est faire disparaître les arbres cotis et tout ça, puis leur trouver une vraie, en dehors du bois de chauffage, dans le fond, leur donner une vraie raison d'être utilisé. Donc, la moins grande valeur ajoutée du bois peut être valorisée dans l'utilisation du copeau ici. Ça, c'est une petite pompe hydraulique de char. Ouais, bien celle-là, on doit voir ici qu'il y a un bout de boulot, là. Ouais, il y a un bout de boulot à cause de l'écorce, là. Celle-là, il doit être fort en boulot. Fait que lui, il est à peu près à 10 ou 11 d'humidité. Ouais. Puis ça marche très bien. En fait, j'ai pas besoin de granules, là. Il est assez sec pour opérer tout seul. Alors, les 5 étapes qui se font dans l'été, dans le fond, c'est la coupe de résidus de bois, exemple des bois tombés, des arbres cotis, l'aménagement forestier, les branches, tout ça. On fait un petit bout de temps au soleil du printemps, là. Puis je le mets dans un four solaire qui est une cabane orientée sud-ouest avec des demi-drains agricoles noirs sur le dessus puis sur le devant pour être capable d'améliorer la force de la température pour l'envoyer dans la cabane qui est un peu préparée à recevoir de la chaleur par en bas et que ça passe au travers des palettes puis ça sort par le toit. La cabane est orientée sud-ouest pour frapper le maximum de soleil. Évidemment que la cabane ne bouge pas, là. Le thermostat à l'envers, il faut qu'il fasse, mettons, 18 ou 20 pour qu'il se mette à marcher, parce que ça ne donne rien de rentrer de l'air froid. Fait que, puis l'autre condition, bien, c'est les détecteurs d'humidité de pelouse. Là. Fait que s'il mouille aujourd'hui, la condition de sécheresse ne sera pas là. Fait que ça ne donne rien d'aspirer du 100 d'humidité. Alors, le dessous est en tôle, puis le dessus est un toit simple en tôle. Alors, pour améliorer la chambre de chaleur chauffée par le soleil frappe le noir, puis il fait en dessous 6 degrés C plus chaud que l'ambiant. Après ça, lorsqu'elle est à 10 d'humidité, 11 ou 12 d'humidité max, on le chip puis on les met dans des poches de semences de soya ou des poches non recyclables comme ça, là, pour les attacher puis les isoler de l'humidité relative extérieure. Puis, bien, après ça, ça va le printemps où est-ce qu'on l'amène dans le cavereau qui est ici, dont la vis rouge qu'on voit en arrière, qui vient se ranger, c'est-à-dire dans la réserve, puis on est prêt à chauffer comme 5e étape. Le même 35 cordes, il est en copeaux. Ça prend pas moins de bois, ça prend pas plus de bois. Moi, je suis satisfait totalement. Ce qui reste probablement à travailler, la grosseur du brûleur par rapport à la grosseur de la bouilleuse, parce que ça, c'est un 80 kW. Est-ce qu'on sera capable de fitter un 100 kW pour générer encore plus de chaleur? Il reste ça à travailler, mettons. Là. C'est facile, c'est pas lourd, c'est pas de nettoyage, c'est pas la seule affaire, dans le fond. Il faut le réalimenter avec des poches de copeaux qui durent 3 heures et demie.
Donc, ça te prend facilement 2 poches par jour quand tu bouilles 6-7 heures. L'huile va disparaître d'ici 2035. Là. Fait qu'on est un peu... il y a un target, là, c'est 2035, on ne peut plus bouillir à l'huile. Là. Fait qu'il va rester le propane, puis il va rester les bûches, puis l'électricité. Puis la biomasse. Simon Bugeaud de Télégaspé s'entretient avec Daniel Côté de l'importance, lorsqu'une municipalité se retrouve en pénurie de logements, de bien réglementer le développement de l'industrie touristique. Bonjour et bienvenue dans la zone communautaire de Télégaspé. Aujourd'hui, on va parler logement avec le maire de Gaspé, M. Daniel Côté. Bonjour, M. Côté. Bonjour, Simon. Alors, le logement à Gaspé, là, on prend une question générale. Comment ça va, le logement à Gaspé? En fait, on a un taux d'inoccupation de 0 %, donc ça va pas bien. En fait, c'est le fruit de la croissance économique. On vit une vague de croissance, une vague de création d'emplois pratiquement sans précédent. C'est venu créer une grande pression sur l'habitation, sur le logement, de sorte qu'il n'y a pratiquement plus rien à vendre. Trouver un logement est un défi énorme. Depuis quelques années, on travaille avec des promoteurs pour faire construire beaucoup d'unités de logement. Mais là, on est ici aujourd'hui parce qu'en début de semaine, le Conseil de ville de Gaspé a décidé d'agir aussi en ce qui a trait à l'hébergement locatif là, temporaire. Effectivement, tout le court terme, le type Airbnb. En fait, on a vu plusieurs municipalités agir dans ce sens-là. Si on remonte à il y a 3-4 ans passés, peut-être qu'on le sentait moins. La pénurie de logements ici était moins sévère. On avait quand même besoin d'hébergements touristiques, mais il y en a plusieurs quand même qui se sont convertis dans ce sens-là. Puis ce qu'on voit depuis quelques mois, pour ne pas dire peut-être depuis un an et demi, on voit une tendance lourde à avoir des gens acheter des maisons et à les convertir, à les flipper en résidence de tourisme. Évidemment, on veut supporter l'industrie touristique. C'est important pour nous autres, l'industrie touristique. Sauf que si on me donne le choix entre des gens qui vont venir travailler ici à l'année, 12 mois par année, occuper des postes clés dans nos services, offrir des services à la population à l'année, ou bien offrir la même unité d'habitation à des gens qui viennent nous visiter pendant un mois ou deux l'été, poser la question, c'est y répondre. Fait qu'on a un beau bassin d'hébergement touristique. On a plusieurs centaines de chambres d'hôtel à Gaspé. On a presque 1 millier de places de camping réglementées conformes sur le territoire. On a plusieurs gîtes, des auberges, alouettes. On a plusieurs aussi des types Airbnb qui ont déjà leur permis de la CITQ, qui peuvent opérer. Donc, en termes d'unités de logement touristique, si on veut, on en a plein sur le territoire. Mais on n'a plus aucun logement à long terme. Vous venez de mentionner la CITQ, oui, la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Exact. Donc, on apprend justement en consultant leur site que l'hébergement touristique, c'est réglementé. Il y a une loi du gouvernement du Québec qui, entre autres, là, définit les modes pour enregistrer une résidence. Oui. Maintenant, il y a ces règlements-là qui existent. Qu'est-ce qui permet à la ville de Gaspé, à ce moment-ci, de pouvoir légiférer dans ce domaine-là? Là, ce qu'on va venir cadrer présentement, on cadre les résidences secondaires. Si tu me dis, j'achète une maison à Cap-des-Rosiers, je vous donne Cap-des-Rosiers par exemple, parce qu'il y en a eu beaucoup de flips touristiques à Cap-des-Rosiers. J'achète une maison à Cap-des-Rosiers, puis au lieu de l'offrir en location à l'année longue, ou au lieu que ce soit une famille qui puisse l'acheter, moi, je l'achète au gros prix. Je vais la louer 2 mois par année l'été. S'il vient des travailleurs de la construction de temps en temps, à l'automne ou le printemps, on va le louer ça. C'est plus payant pour moi. Par contre, je ne contribue pas à l'économie de la place. Je contribue un peu à l'économie, mais je pourrais y contribuer à l'année en logeant, en permettant des familles d'occuper ces maisons-là. Donc, c'est ce type de maison-là ou ce type d'appartement-là qu'on va venir cadrer avec notre réglementation. Mais il y a déjà des gens qui font de l'hébergement touristique de courte durée là, depuis des années. Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ont déjà quelque chose d'installé comme ça? Ceux qui sont conformes aux normes de la CITQ, qui ont déjà leur permis ou qui ont déjà déposé une demande qui est complète, une demande complète qu'on appelle. Tous ceux qui ont avancé dans le processus, demande complète ou permis déjà obtenu, il n'y a pas de problème. Ils conservent leurs droits acquis.
c'est toutes les nouvelles demandes qu'on va venir cadrer. Je sais que ça risque de faire suer quelques personnes, là, parce qu'il y en a sûrement qui ont acheté des maisons dans les derniers mois, qui n'ont pas fait leur demande de permis encore. Ben, on est désolé, mais à un moment donné, il faut tracer une ligne à quelque part. C'est pas comme si c'était nouveau puis qu'on avait fait ça en catimini. Là, ça fait des mois qu'on est là-dessus. Ça fait des mois qu'on en parle publiquement. On a consulté la population pendant plus d'1 mois cet hiver. On a obtenu plus de 300, en fait, près de 300 réponses à ces questions-là. Puis c'est là-dessus qu'on est venu calquer notre réglementation. C'est pas une bulle au cerveau qui nous a pété ce printemps en disant « Ben, let's go, on va faire ça. » Ben non, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on en parle. La population nous a dit, bien, l'input de la population, c'était de venir nous dire justement, touchez pas trop aux résidences principales, c'est un petit revenu d'appoint des fois quand on part en vacances, puis ça fait pas de mal à personne. C'est vrai, vous avez raison, on touche pas aux résidences principales. J'ai consulté la plateforme Airbnb un peu plus tôt aujourd'hui. On se rend compte que dans le Grand Gaspé, il y avait 96 logements ou unités de logement là, disponibles en ce moment pour location. Est-ce que Airbnb, lui, est tenu aussi de répondre aux exigences de la CITQ, par exemple? Puis de faire que ces logements-là soient enregistrés, ou est-ce qu'on parle d'un système à part? Là? En fait, le gouvernement du Québec a demandé à Airbnb et aux autres plateformes similaires, les chalets.com, etc. Il y en a plein de plateformes comme ça. Airbnb est la plus populaire, là, mais il y en a plein de plateformes comme celle-là. Québec a légiféré dans ce sens-là. Fait que je ne sais pas trop c'est quoi la relation entre le gouvernement du Québec et les gestionnaires de ces grosses plateformes-là, mais je sais qu'entre le gouvernement du Québec et les locataires ou les propriétaires de bâtiments, les propriétaires de bâtiments doivent se conformer aux normes du gouvernement du Québec. C'est Revenu Québec qui sort la baguette pour claquer sur les doigts. Les amendes sont quand même assez salées, selon ce que j'ai entendu parler. Puis encore là, j'ai pas lu la réglementation puis la législation provinciale au complet. Là. Moi, je m'en tiens dans le municipal. Mais ce que j'entends parler, c'est autour de 3 000 $ par infraction pour une première offense. J'espère que les gens vont, qui vont se conformer, ou bien ceux qui opèrent de façon illégale pourraient offrir leur hébergement, leur maison, leur chalet, leur appartement en location à long terme, venir contribuer ainsi à lutter contre la pénurie de logement. Eh bien, M. Côté, merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça. Et puis, je le rappelle, la population pourra s'informer plus précisément du projet de règlement sur le site de la Ville. Exact. Puis s'il y a des gens qui ont des questions bien pointues là, sur leur situation particulière, l'équipe de l'urbanisme a toutes les réponses entre les mains. Ce projet de règlement-là, en fait, moi, je vous le vulgarise de façon très large, mais il y a tellement de subtilités. Ça a été compliqué à travailler. Il y a plein de zones dans lesquelles il y a des trucs de permis, des trucs pas permis. Bref, notre équipe de l'urbanisme est là pour répondre aux questions des gens. D'ici l'adoption du règlement formel, sinon, après, les gens seront toujours là à leur service. Merci beaucoup. Merci à toi. Marc Baudouin de la télévision de la Matapédia est à Saint-Alexandre-des-Lacs pour nous présenter l'Alvéole des Lacs. C'est un atelier de couture et de tissage qui vise justement à transmettre le savoir-faire des couturières et des tisserandes. Si vous désirez apprendre à tisser, coudre, tricoter, faire du crochet, de la broderie, c'est maintenant des activités qui sont possibles et qui sont offertes par l'Alvéole des Lacs. D'ailleurs, je suis à l'ouverture officielle, alors je vous amène visiter les locaux. Fait que moi, je vais juste vous dire un petit mot, c'est bravo. Quand Christine nous a présenté l'idée du projet de l'Alvéole des Lacs, on a amené ça au conseil, ça a été bien reçu, la première des choses. Puis on est content parce que ça faisait, à cause de la pandémie, entre autres, que notre local était comme mort, il n'était pas utilisé. Puis pour nous autres, c'est important d'avoir des activités municipales, intermunicipales, appelez ça comme vous voudrez, pour faire bouger les gens. Puis, puis comme disait Christine, c'est peut-être pas pour les hommes, mais les petites filles de 13-14 ans en montant qui voudraient apprendre, ou jusqu'aux grands-mamans âgés qui peuvent amener leurs expériences. On t'a dit que c'est beau. Ça fait que moi, je vous félicite. Puis, comme j'ai déjà dit, je ne fais pas le pain chez nous, je ne commencerai pas à faire la couture. Alors, on procède? On peut couper ça. On déclare ça. On déclare ça. L'Alvéole, Saint-Alexandre, ouvert.
Je suis en compagnie de Christine Lavoie et de Caroline Pelletier, qui sont des responsables de l'Alvéole des Lacs. Bonjour! 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 Donc, c'est un projet pour permettre aux gens, justement, de venir tisser, faire de la couture, de la broderie, tout ça. Comment ça a commencé, ce projet-là? Je vais prendre la parole. Dans le fond, ça a commencé en 2018. Moi, je suis une fille native de Saint-Damas. Puis quand je suis revenue dans la vallée, il y avait 6 madames qui savaient tisser avant que je parte. Puis quand je suis revenue, il y avait une madame qui restait, qui savait tisser. Fait que ça m'a fait beaucoup de peine. Je me suis dit, mon Dieu, c'est des choses qui sont en train de se perdre. Et j'ai fait le tour, rencontrer des gens pour voir l'intérêt de redonner des cours, de partager. Puis c'est pas vraiment un lieu où je voulais que ça soit, on donne des cours, mais vraiment un lieu de partage. Fait qu'en 2018, on l'a instauré avec un comité qu'on était ici. Malheureusement, la pandémie a fait que les gens, ça a été plus difficile avec le port du masque. C'était venu compliqué vu que c'était aussi de la manipulation de tissu. Donc, on a comme laissé un petit peu le projet tomber un petit peu. Et ce printemps, un renouveau, je me suis dit que ça valait la peine. Je pense que l'intérêt était là, surtout que je pense qu'avec la pandémie, les gens, c'est redevenu un petit peu les gens de créer, de réparer, la récupération aussi. On est en train vraiment d'avoir une sensibilité à ça. J'ai eu la chance d'aller à la bibliothèque avec l'entente intermunicipale. Ça nous a fait aller à la bibliothèque. Et j'ai parlé avec des partenaires qui, eux autres aussi, dans le fond, avaient cette idée-là, mais pas l'espace. Alors, dans le fond, c'est comme ça j'ai rencontré Caroline, je lui ai montré le local et grâce à toute la belle équipe aussi de la ruche et l'équipe de l'Alvéole. Dans le fond, avant, ça s'appelait le Fort, qui était formateur artisanal à la relève, mais dans le fond, on l'a changé pour l'alvéole parce qu'il y a beaucoup de forts à la santé mentale. Fait que c'est pour ça qu'on l'a changé au niveau de l'alvéole. Une petite touche en lien avec la ruche créative aussi. Puis en lien aussi avec une alvéole, ça se ferme. C'est des ouvrières. On travaille un peu avec de nos mains. On reste dans le thème des abeilles qui travaillent fort. Oui, parce qu'on travaille fort. Fait que là, dans le fond, ce que je comprends, c'est un projet commun entre Lac-au-Saumon et Saint-Alexandre-des-Lacs. Oui. Et puis, alors, vous avez du beau matériel. Vous l'aviez déjà, ce matériel-là? Quand on est arrivé ici, dans le fond, on a eu le CODAL ici, là, qui est le comité de développement de Saint-Alexandre, nous avait déjà donné des sous en 2018, ce qui a fait qu'on a pu acheter des métiers à tisser. On a aussi des dons là, de Saint-Tarsius qui nous a donné, je valide juste, c'est Saint-Tarsius, qui est la fabrique de Saint-Tarsius, nous avait donné des métiers à tisser parce qu'il faut que ça soit des métiers qui soient d'organisme en organisme, là, dont ils n'ont pas le droit de vendre. Donc, si nous, on ferme, il faut qu'on redonne. Fait que c'est... Projet Horizon. Merci, René. On a quelqu'un qui lui souffle les réponses. Parce que, tu sais, dans le fond, ce projet-là, au début, a été créé avec René Caron ici, là, qui a été vraiment une personne qui a été très soutenante dans ce projet-là depuis le début et je suis très contente qu'elle soit encore ici. Puis les autres choses, ça a été beaucoup des dons. C'est sûr qu'on a eu des achats de machines. On a acheté avec les sous qu'on a réussi à avoir aussi un peu, mais à la majorité du matériel ici a été des dons. Et le local, bien, c'est vraiment la municipalité qui supporte le projet en nous offrant le local, les meubles, au niveau des chaises, des tables, dans le fond, qui nous ont fourni ça. Mais la majorité les tissus, la laine, on a eu cette semaine, on a eu 2 machines à coudre qu'on a eu gratuitement. Donc, c'est sûr qu'on a fait aussi, en 2018, j'avais approché la ressourcerie pour avoir la récupération de tissus aussi. Je pense que ça va être un projet qui va être à relancer, là, mais qu'on aille après l'ouverture. Donc, là, on parlait de René. Elle va donner des cours, elle va donner des formations. Elle va jouer un rôle, non? Oui. Elle va jouer? Oui, bien, dans le fond, René, c'est nos doigts de feu, là. Je regarde René. Mais René, oui, c'est une personne, mais toute personne qui a aussi envie d'offrir, tu sais, là, présentement, on a René, mais tu sais, on veut pas non plus que ce soit tout sur ses épaules, mais tu sais, toute personne qui a envie d'offrir ou de partager ses connaissances est vraiment bienvenue à venir donner soit des cours. Dans le fond, comment ça fonctionne présentement, c'est que les lundis, mardis, mercredis, c'est des projets libres et mercredi soir, ce sont vraiment des lieux de partage. Vous voulez tricoter des bas, vous venez en libre. C'est sûr que, tu sais, s'il y a des gens qui veulent venir ici
pour montrer des choses aussi, ça se fait. Et il y a des ateliers qui vont s'offrir, là, dans le fond, au mois de le 22 avril, c'est initiation à la machine à coudre, que c'est René qui va l'offrir. Ensuite, on a... crocheté un bandeau. Oui, qui est Avec, juste sur la table. avec Marika Côté et Marie-Pierre Cerdan. Puis après ça, c'est... réparation d'un bouton. Oui, apprendre à coudre d'un bouton. Fait qu'on repart à la base, puis on vient répondre à des besoins un peu qu'on retrouve plus dans nos, dans nos milieux scolaires. Si on se rappelle, il y a longtemps, là, on avait un cours pour ça à Polyvalente qui n'existe plus. Donc, on veut que nos jeunes soient capables d'être débrouillards dans la vie. Fait qu'on va y aller même avec des activités très de base, mais qui répondent à un besoin. C'est une belle richesse, cet artisanat-là. Hein? Un peu ça, c'est pour ne pas perdre toutes ces notions-là. Oui. Avez-vous l'impression, parce que moi, je me souviens, ma grand-mère, elle tissait beaucoup, j'ai beaucoup de matériel de tissage chez moi, des couvertures, des tapis, des napperons. Oui. Puis, avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont intéressés à apprendre ces rudiments-là pour pas que ça se perde? Bien, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt, mais je pense que les gens ne savent pas par où commencer. Fait que je pense que l'alvéole est un beau début. Je crois que d'avoir créé ce lieu-là, où qu'il n'y a pas d'obligation. Dans le fond, c'est vraiment, on y va. Puis, tu sais, tantôt, on parlait des projets, puis je parlais avec une dame, puis je lui disais, ben tu sais, si vous êtes un groupe qui veut apprendre à faire des bottes pantalons, on va créer un mur mardi, puis on va vous trouver quelqu'un qui pourra vous montrer ça. Tu sais, fait que c'est vraiment, je pense que au niveau des métiers à tisser, parce que je crois que c'est un des métiers, je pense, qui est vraiment en train de se perdre, va revenir avec l'intérêt. Les gens ont vraiment l'intérêt. Les jeunes, c'est pas juste les jeunes de nos genres, mais les petits aussi. J'ai des ados, moi, qui m'ont dit qu'ils adoreraient faire des catalogues parce que je pense qu'on a toutes des choses tissées chez nous. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie de vous initier au tissage ou toutes sortes d'activités artisanales, l'Alvéole des Lacs est situé au 17 rue de l'Église, à Saint-Alexandre-des-Lacs. Pour connaître toutes les informations sur les heures d'ouverture et les ateliers, les cours qui vont se donner, vous consultez la page Facebook L'Alvéole des Lacs. Donc là, je vais essayer de me pratiquer, de voir si je suis capable de faire du tissage. C'est un petit peu compliqué. C'est la semaine de la santé mentale du 1er au 7 mai au Québec et la Maison des Tournesols à Montjoly présentera le 3 mai prochain une conférence de Karen Larocque intitulée « Prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'autre ». Un reportage de Marc Després. Alors, Madame Larue, ici même à la Maison des Tournesols, on organise une conférence très intéressante pour très bientôt. Là. Oui, effectivement. Pour la Semaine de la santé mentale au Québec, qui est du 1er au 7 mai, c'est la première fois qu'on organise un événement spécial comme celui-là. Et on accueille de la belle visite. Vraiment. Je suis très fière de vous dire qu'on a réussi à avoir Karen Larocque, qui va venir ici nous offrir sa conférence totalement gratuitement. Pour les citoyens, c'est gratuit. Il n'y a aucun frais lié à la conférence. Et qui est Mme Larocque? Mme Larocque, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est conférencière au Québec, mais elle était psychologue de formation. Elle a d'ailleurs travaillé plusieurs années comme ça. Puis un jour, elle a décidé qu'elle voulait aider un maximum de gens. Alors, elle a arrêté la pratique privée, puis elle s'est concentrée sur les conférences grand public. Et à ce moment-là, donc, quel est son dada ou son sujet préféré? Là? C'est vraiment le bien-être. Comme là, quand elle va venir nous voir, elle va nous parler de comment bien prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'autre. Et comment vous avez réussi à la convaincre pour venir faire son tour à Montjoly? Là-dessus, je vous avoue que c'est pas moi qui ai le mérite. Okay. On a un partenariat avec le CIS. Mm-hmm. Puis Claudia, qui est ma partenaire là-bas, a fait les liens puis tout ça. Puis Karen a très gentiment accepté de venir nous rencontrer à Montjoly. Et à ce moment-là, ça va se passer où et quand? Ça va être le 3 mai à 7 h le soir au Centre Colombien, qu'on connaît tous à Montjoly. C'est offert à tout le monde parce qu'on s'entend que prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'autre, c'est pas juste pour les intervenants en santé mentale. Tu travailles dans le réseau de la santé, en éducation, mais c'est aussi pour... t'es un parent, tu prends donc soin de quelqu'un. T'es un fils, t'es un conjoint, t'es un frère. Fait que prendre soin de soi, bien, c'est pour tout le monde.
Et à ce moment-là, ça s'adresse donc vraiment à tout le monde. Il ne faut surtout pas être gêné de se présenter. Absolument pas. Plus qu'on va prendre soin de nous autres, mieux on va pouvoir être outillé pour prendre soin des autres après. Parce qu'on sait qu'entre autres, au niveau de la santé mentale, dans les 3 dernières années, ça a été difficile. Donc, prendre soin de soi et prendre soin des autres, c'est quasiment devenu une priorité. C'est une priorité. Puis Karen va réellement donner des outils concrets aux gens. J'ai déjà eu la chance d'aller voir ces conférences, puis moi, je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Donc, c'est de style atelier, style questions-réponses? C'est vraiment une conférence, mais qui nous aide à faire personnellement une introspection. OK. Puis je vous dirais qu'habituellement, on sort de là, puis on a déjà un plan de match. Et est-ce que ça peut s'adresser aussi aux jeunes? Donc, est-ce qu'il y a un âge minimal? Non, il n'y a pas d'âge minimal. OK. Donc, tout le monde vraiment qui est intéressé. Tout le monde qui a envie de prendre soin de soi, ça va être un beau rendez-vous. Et bon, même si c'est une activité gratuite, est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance ou on se présente à la porte puis il n'y a pas de problème? C'est préférable d'aller sur lepointdevente.com. OK. Là, vous allez, vous cherchez Karen Larocque, l'événement, vous vous inscrivez, mais c'est entièrement gratuit. Je précise, ne demandez pas les billets par la poste parce que sinon, oui, il y a un frais de 3,50 $. OK. Mais si vous ne prenez pas cette option-là, c'est entièrement gratuit. Donc, les gens à ce moment-là vont s'identifier à la porte, puis ça ne sera pas plus compliqué que ça. Et voilà, c'est moi qui vais être là. On s'attend à combien de personnes? Ou, J'aimerais un 100 personnes. Je serais vraiment satisfaite, mais on a une capacité de 250. Alors. Donc, il y a de la place en masse. En masse. Puis si vous n'avez pas acheté votre billet, puis que le soir même, vous dites, bien, finalement, ça me tente, bien, venez nous retrouver. Ou si jamais on va emmener un ami ou de la parenté, ou à ce moment-là, puis qu'eux ne sont pas inscrits, donc on les amène avec soi-même. Là. Et voilà. Et bon, vous dites que c'est la première conférence, donc on peut s'attendre là, devant la réaction de la population, ils pourraient en avoir d'autres? J'aimerais vraiment que ça devienne une petite routine qu'on aurait dans la métisse une fois par année, de prendre soin de nous autres comme ça. Et aussi, donc, à la grandeur de la population. Là. Toujours. Et donc, on rappelle les coordonnées? Ça va être le 3 mai à 7 h au Centre Colombien. Vous voulez réserver votre billet? lepointdevente.com. Puis s'il y a des questions ou des problèmes avec réserver votre billet, vous pouvez nous appeler ici à la Maison des Tournesols, 418-775-8933. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Voilà. Ben, on vous souhaite d'atteindre vos objectifs et surtout, ben, on rappelle aux gens que c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Donc, on n'a pas vraiment de raison pour y aller. Venez prendre soin de vous autres, ça va faire du bien. Ben, merci beaucoup. Merci. L'entreprise La Voix du Cheval à Trois-Pistoles cherche des parrains et des marraines pour parrainer son troupeau. Et Marc-André Pépin de TCBH a rencontré Sophie Lavoie qui nous explique la nature toute particulière des services qu'offre son entreprise. Aujourd'hui à l'émission, on parle d'une campagne de sociofinancement La Ruche, la campagne de l'entreprise La Voix du Cheval de Trois-Pistoles. On est présentement en ligne pour une campagne La Ruche. En fait, on cherche des parrains puis des marraines pour parrainer notre troupeau de chevaux. On cherche aussi à établir une communauté autour du cheval, autour de qu'est-ce que le cheval peut apporter à l'homme dans son évolution. Je pense que de s'entourer d'une communauté via un groupe Facebook avec des vidéos, des capsules fort intéressantes sur le sujet, ça pourrait intéresser les gens aussi, là, comme parrain, marraine, à découvrir aussi leur animal, l'animal qui est parrainé, le troupeau. Et puis l'approche qu'on utilise aussi là, en thérapie assistée par le cheval. Madame Lavoie nous parle de parrainage. Eh bien, je me suis interrogée pour savoir en quoi ça consistait, le parrainage. En fait, les gens, ils peuvent parrainer un cheval. Ça leur donne accès à une porte ouverte le 5 août pour vraiment venir visiter les chevaux sur place. Vraiment avoir un câlin de cheval, puis de venir les découvrir, de venir découvrir les lieux, de venir me découvrir aussi. Ça leur donne accès aussi à 50 % en retour en service. Donc, c'est des contributions en certificat cadeau que moi, je leur remets par la poste pour amener les gens à bénéficier de mes services, de venir faire des ateliers avec les chevaux.
Fait que ça, c'est une belle opportunité aussi. Puis pour les entreprises, je leur offre la possibilité de mettre leur logo sur mon site Internet pour la saison 2023 et de faire des ateliers, mais plus du type team building, vraiment comme la consolidation d'équipes de travail pour apprendre à se connaître et à resserrer les liens entre travailleurs, entre coéquipiers, dans un milieu autre que le travail. Fait que vraiment en nature avec les chevaux pour un ressourcement, pour vraiment prendre soin d'eux. Fait que je pense que c'est un beau cadeau aussi à offrir à son équipe de travail pour les employés, pour les entreprises là, qui souhaitent offrir ça. Je pense que c'est un plus-value. Tout le mois d'avril, en fait, ça va vraiment être la campagne de financement qui va prendre beaucoup de place dans notre quotidien. Et puis, je fais découvrir aussi les chevaux, là, puis le milieu via Facebook, vraiment pour informer les gens là, de en quoi leurs contributions vont servir. Puis, en fait, les contributions servent surtout pour les soins des chevaux. On a des chevaux qui sont retraités, des chevaux qui sont vieillissants. Puis, on veut vraiment prendre le temps de donner soit les aliments, soit les médicaments, ou la nourriture vraiment appropriée pour eux, pour leur stade d'âge. Puis, plus ils sont vieillissants, plus ils requièrent des petits besoins, des petites attentions particulières, là. Le but de l'organisme La Voix du Cheval, c'est pour le bien-être humain, mais aussi le bien-être équin. On ne veut pas seulement prioriser le bien-être humain, puis au détriment du bien-être équin. C'est vraiment important pour notre philosophie d'avoir un double mieux-être. Autant chez le cheval que l'humain, on les place dans des situations les plus optimales pour que la rencontre soit le plus bénéfique. Que l'animal et l'humain soient dans une situation où ils ont besoin qui ont l'opportunité puis l'espace de se rencontrer comme être et d'être dans le bonheur ou le calme ou la détente. Les besoins sont tous comblés chez les animaux. Donc, sont plus disponibles là, à la rencontre. Beaucoup de gens connaissent la zoothérapie. Eh bien, la méthode de Mme Lavoie est un peu différente. Je lui ai demandé de nous l'expliquer. En fait, ma méthode est différente parce que ça s'appelle l'approche du mieux-être facilitée par le cheval. C'est une approche qui est peu connue ici au Québec, mais qui gagne en visibilité. C'est une approche qui vise le troupeau. En fait, on travaille en troupeau avec le troupeau cheval dans les champs et en liberté. Donc, cette approche-là promouvoit beaucoup des saines habitudes de vie chez l'animal, un milieu de vie optimal, justement, en liberté, avec ses congénères, en troupeau, avec de la nourriture en abondance et avec de l'herbe fraîche aussi. Fait que c'est des grands pâturages. Et puis, c'est vraiment d'inviter les hommes, finalement, à s'immerger, à s'intégrer, à s'adapter même au troupeau. Fait que c'est une connexion à la nature, une connexion à l'environnement du cheval, puis c'est aussi une connexion au troupeau. Donc, il y a vraiment l'opportunité d'avoir plusieurs interactions avec les chevaux, et puis aussi la possibilité de ralentir le rythme. Parce que les chevaux en nature, ils ont un rythme beaucoup plus lent que le rythme de l'humain. Donc, quand on s'imprègne de leur rythme, de leur façon de bouger, dans leur façon de communiquer, manger, respirer, c'est toutes des invitations à la détente. C'est toutes des invitations à la connexion à soi et une invitation à la connexion avec l'animal aussi. Donc, c'est une approche vraiment qui est aussi non directionnelle, c'est-à-dire qu'on met on met la table, comme on dit, puis les expériences se déroulent selon chaque personne, qu'est-ce qu'il a le goût d'expérimenter finalement. À quel niveau il a le goût d'aller à l'intérieur de lui ou de vivre au niveau des émotions, de vivre au niveau des peurs, des vulnérabilités, puis de l'exprimer, ou simplement de le vivre avec l'animal, en silence, sans jugement, sans discours. Fait que c'est vraiment entre lui et l'animal, et puis l'animal est vraiment un récepteur, finalement. Une méthode assez particulière, on va se le dire. Eh bien, je me suis interrogé pour savoir ce qui avait amené Mme Lavoie à pratiquer cette méthode-ci. J'ai fait une formation, moi, en mieux-être facilité par le cheval. Et puis, en fait, je suis formée comme zoothérapeute à la base. Et puis, la zoothérapie, ça touche l'ensemble des animaux. Donc, moi, mon but puis ma passion, ça a toujours été de travailler avec les chevaux. Donc, cette approche-là, cette formation-là m'a permis d'approfondir la connexion au cheval, puis d'approfondir aussi les messages, les connaissances, qu'est-ce qu'ils peuvent nous transmettre, quel exercice on peut faire
pour travailler certains aspects de nous. Donc, c'est vraiment une approche là, qui est pour moi très révélatrice de ma personne, puis que je crois qui est aussi très révélatrice là, pour les personnes qui désirent là, l'expérimenter. L'entreprise La Voie du Cheval est située dans le motel agricole de la MRC Les Basques. Alors, j'ai demandé à Mme Lavoie de nous en parler un peu. On est locataire, donc on loue la partie du bâtiment que vous avez vu avec les box. Et puis, on loue un espace dehors aussi pour le pâturage. Donc, nous loger ici au motel agricole, ça est vraiment très utile et aidant pour notre démarrage, pour démarrer notre projet puis gagner en visibilité. Je pense que c'est un avantage énorme de ne pas devoir s'endetter ou d'acheter un bâtiment avec beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités financières qui nous amènent dans un rythme d'aller chercher de l'argent, puis tout ça. Puis moi, vraiment, je priorise l'humain, moi, et les chevaux, puis je veux que ça soit une bonne qualité de vie, qu'on ne soit pas dans le stress, puis dans la performance. Puis c'est vraiment d'abord et avant tout un milieu de vie, un échange avec les chevaux. Pour moi, je suis tellement ravie, tellement contente d'avoir mon troupeau. Déjà ça, c'est une victoire pour moi. Puis le reste, bien, c'est de partager ma passion, partager la sagesse des chevaux aux autres. Puis après, ça va dérouler, là, je suis sûre, là, vers une entreprise de ressourcement ici là, pour la région. Qui dit campagne de sociofinancement dit appel à tous. Eh bien, Mme Lavoie avait un appel à tous à vous faire. J'aimerais vraiment inviter les entreprises, les organismes, les particuliers, les fondations, les familles, tous les gens qui veulent vraiment faire partie de la communauté. Je pense que ça, premièrement, ça peut être un intérêt. Et puis, contribuer aux soins des chevaux, les parrainer, vraiment d'avoir une vue exclusive sur ce qui se passe ici dans notre milieu de vie, dans la relation avec les chevaux, dans leur personnalité, dans les messages qu'ils ont à transmettre aux gens. C'est d'abord et avant tout un milieu de vie, fait que ça se pourrait qu'il y ait des bénévoles, ça se pourrait qu'il y ait des étudiants, ça se pourrait que... tout le monde est bienvenu. Tout le monde qui a le désir d'avoir un contact avec le cheval, qui m'appelle. Puis on va prendre une entente s'il y a les moyens qui ne sont pas là. On va prendre une entente ensemble. C'est pour ça que je fais la campagne de financement aussi, pour avoir un petit budget, pour que s'il y a des jeunes ou des personnes âgées ou des adultes qui me disent « j'aimerais bien, mais j'ai pas les moyens », bien, on va pouvoir justement prendre cet argent-là pour parrainer la thérapie là, avec la personne. Vous voulez plus d'informations sur l'entreprise La Voie du Cheval ou contacter directement Mme Lavoie? Eh bien, voici comment faire. C'est possible de visiter ma page Facebook, La Voie du Cheval. C'est possible aussi de visiter mon site Internet, lavoieducheval.ca. C'est possible de me rejoindre par téléphone aussi au 450-302-9729. C'est possible aussi de m'envoyer un courriel à lavoiecheval@gmail.com. L'appel est lancé. Vous avez donc jusqu'au 12 mai pour contribuer à la campagne La Ruche de La Voie du Cheval. L'artiste Jean-Noël Bilodeau nous témoigne de l'ambiance extraordinaire qui règne dans la maison Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion, maison qui est dédiée aux résidences d'artistes. On écoute un beau reportage de Chantal Bédard de C'est sur TV. C'est sur la télé a rencontré Jean-Noël Bilodeau dans le cadre de sa résidence d'artiste à la maison Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion. Celui-ci y relate la magie créative qui s'y opère. Quand je suis arrivé dans la maison ici, la première chose que j'ai fait, ça a été de regarder un petit peu les livres qui étaient dans la bibliothèque et non celui du calepin d'un flâneur qui a écrit en flânant ici, dans l'anse de Vaudreuil. C'est presque gênant d'habiter ici. Surtout que la première journée que je suis arrivé ici, je me suis installé, je regardais la table, je commençais à lire et tout à coup, j'ai senti comme il y avait comme une sorte de... Il y avait certainement quelqu'un d'autre dans la maison. Pourtant, la maison, il n'y a personne dans cette maison-là. Là, je me suis retourné, puis je me suis dit, bien, ça doit être dans le salon en arrière. Je me suis retourné, et qu'est-ce que j'ai vu? Félix Leclerc qui a les mains
tendu, comme s'il m'accueillait dans sa maison. Des fois, là, on se demande si c'est pas quelque chose d'un peu magique qui s'installe. Mais pendant tout le mois de résidence que j'ai été ici, je sentais, ou je sens, puis je sens encore, cette espèce de présence émanante d'un esprit quelconque qui vient nous aider, qui vient nous soutenir et qui vient nous dire « Ah ouais, là, c'est pas le temps de passer, là, c'est le temps de travailler. Ah ouais, travaille! Je sentais ça! Travaille, travaille! » Alors, faire de la gravure dans un climat comme celui-là, c'est absolument génial. Bon, la résidence consiste principalement à, personnellement, faire un petit bout de création en lien avec l'œuvre de Félix Leclerc. En tout cas, en lien avec l'endroit qui est l'Anse de Vaudreuil. Alors, dans son livre de Calepin, c'est plein de petits passages sur des portraits des gens de l'Anse, des gens de Vaudreuil, sur la famille, sur les amis, sur les visites qu'il y a. C'est, dans le fond, comme une conversation à bâton rompu avec ton lecteur. Donc, ce que vous voyez, c'est des gravures dans lesquelles je tente d'exprimer cet univers-là, un univers qui est à bâton rompu, mais qui est aussi plein d'histoire et plein de passion, quelque part. Tout ça peut être de la matière à, je dirais, à graver, ou de la matière à poursuivre comme une pensée vagabonde, qui est celle un peu de l'esprit des calepins du Flandre. Quand les gens viennent ici, d'abord, premièrement, tout de suite, on travaille sur des petites plaques sur lesquelles ils vont comme faire un propre dessin qui pourrait être en lien avec un texte qu'ils vont écrire. Et chacun y va, mais le plaisir de graver et de voir un effet par la suite quand on les imprime, c'est fascinant. On les imprime dans le petit cahier et que j'appelle le calepin d'un flâneur. Et sur lequel nous, à notre tour, on fait comme Félix. On met des phrases, des petites gravures qu'on met là. Lydia Duchesne de TVCO a rencontré Clément Turgeon, qui est le directeur général et artistique du Festif, lors de la présentation de la programmation de la 14e édition du festival, qui se déroulera du 20 au 22 juillet prochain à Baie-Saint-Paul. Le Festif de Baie-Saint-Paul vient de lancer sa programmation encore une fois bien garnie pour l'édition 2023. En voici un aperçu. Le dévoilement de cette 14e programmation du Festif de Baie-Saint-Paul est encore une fois riche en découvertes, mais aussi en valeurs sûres. Comme Valère, Bleu Jeans Bleu, Safia Nolin, Les Trois Accords et Daniel Bélanger, qui reviennent tous pour une seconde ou même une troisième fois chez nous. La programmation, personnellement, moi, je l'ai réfléchi depuis une dizaine de mois, donc ça m'obsède depuis un petit bout déjà. Parti en repêchage d'idées et de nouveaux artistes à travers différents festivals autour du globe dans la dernière année, Clément Turgeon rapporte plusieurs trouvailles qu'il souhaite partager avec les festivaliers. Bien, je ramène une couple d'artistes, c'est vrai. En Islande, Whistler Airwaves, j'ai déniché entre autres notre tête d'affiche internationale, Emil and the Sniffers, groupe australien de Melbourne. C'est vraiment une expérience à voir live. Il y a Cécile Lacharme, une violoncelliste française aussi, qui a donné vraiment une belle prestation. À Los Angeles, au Desert Days, j'ai découvert Charlotte Adigéry, c'est une musicienne belge qui a sorti un album l'année passée. On a aussi Dakabraka, un groupe d'Ukraine que je connaissais déjà, mais j'ai un peu confirmé que c'était un show à voir. Donc, il y a L'Éclair aussi, un groupe de Suisse, de Genève, que j'ai un peu que j'ai ramené. On s'entend, j'ai découvert à LA, puis je me suis dit, je veux les avoir. Puis je suis allé aussi au Taverne Tour à Montréal. Il y a entre autres La Sécurité, un groupe de Montréal aussi que j'ai découvert là. Donc, c'est vraiment la première année que je me disais, je sors du pays, puis ça a vraiment fait du bien. Ça permet de repérer des groupes que des fois tu écoutes sur un album, puis ça n'a comme rien à voir avec le show. Là. Puis c'était ça
ma grosse surprise de plusieurs que je ramène. De plus en plus d'artistes locaux sont également mis de l'avant. Parmi ceux-ci, nous retrouvons Forêt Marine, David Hoff, Slim Tony, Caractère Gras, Tommy Boivin, ainsi que les DJ Snorro, Foin et Mean Bean, qui animeront le parvis de l'église qui garde sensiblement la même formule que les années précédentes. Parmi les nouveautés, les sessions Urbania offriront des spectacles à très petite capacité et 2 sessions d'écoute sont organisées en partenariat avec la Société des loisirs. Oui, Société Loisirs, c'est une entreprise à Québec qui c'est un disquaire, puis ils produisent aussi à même leur boutique des disques. Donc, il y a des artistes québécois qui font des commandes, des pressages limités. Donc, entre autres, Dumas, Cosmologie, il a fait une édition spéciale avec la Société des loisirs. Donc, la personne qui a fait le vinyle de la Société des loisirs est là. Dumas est là. On écoute des chansons de l'album. Puis là, eux, ils vont jaser avec le public, tu sais. Puis même, ils vont se jaser entre eux, tu sais, comment tu approches la production de ce vinyle-là, comment tu décides de le presser comme ça. Dumas va parler un peu des chansons aussi qu'il a écrites. Donc, c'est vraiment des petites rencontres, là, c'est à peu près 75 minutes. Il y a Dumas, Gabriel Chung qui le font. Puis c'est très mélomane, là, les tripeux de vinyle vont vraiment triper, ils vont apprendre un peu le processus de fabrication des vinyles, puis ils vont en même temps jaser avec l'artiste qui est sur le vinyle. Un off festif est aussi annoncé pour la première fois dans l'histoire du festival. Il y a certains partenaires ou des commerçants qui disaient « Ce serait le fun, j'aimerais ça, voulez-vous faire un show, exemple, dans le Tony? » Puis là, nous autres, on disait « On a déjà assez de choses, on n'a pas... c'est pas une priorité comme telle, vu qu'on a déjà beaucoup de scènes. Donc là, on a affaire à ces gens-là. Bien, voulez-vous en organiser? On va vous aider avec le booking. On va quand même superviser ça, mais vous pouvez organiser quelque chose, puis nous, on va le mettre dans notre programmation. On les appelle les off festifs pour les distinguer un peu des autres sites, puis qui ressortent du lot. Fait qu'il y a les Bonnieuses aussi qui le font. Puis potentiellement d'autres, ça va peut-être créer des petits aussi, puis permettre d'habiter des places de la ville qui sont peut-être moins animées. Le festif de Baie-Saint-Paul se tiendra du 19 au 23 juillet prochain. La programmation complète ainsi que les billets sont disponibles dès maintenant à partir du site Web. C'est tout pour le bulletin des régions. Cette semaine, je remercie toutes les stations participantes et je vous dis à la prochaine.